Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry, ceci est le 46e épisode. Dans cet épisode, je vais répondre à la question « Comment trouver de bonnes bandes dessinées et illustrations BDSM ?» Avant de commencer, je voudrais juste répondre à une question que vous allez peut-être vous poser. Évidemment, par définition, les BD et les illustrations, c'est visuel, donc faire ça dans un format podcast, ça peut paraître un peu bizarre, mais en réalité, c'est pas tellement inadapté, pas autant qu'on pourrait penser, parce que même si je rédigeais un article sur ce sujet, ce que je ferai peut-être dans le futur, il y a un gros problème, c'est que en France, on ne peut pas prendre des illustrations et les placer dans un article par exemple, de la même façon qu'on peut par exemple prendre un extrait de texte, une courte citation comme on dit. Avec les bandes dessinées, c'est pas possible. C'est un vrai problème, c'est impossible de simplement prendre une case ou une portion de case d'une bande dessinée, ou une portion d'une illustration, même de mauvaise qualité, on est obligé de payer. Alors c'est complètement stupide, mais je m'étais renseigné, et donc on peut pas utiliser d'exemples sans les payer. Et vous imaginez bien que j'ai pas envie de m'embêter non seulement à payer, mais surtout à faire toutes les démarches qui vont avec. Parce que quand on est un particulier, c'est extrêmement pesant de faire ce genre de choses. Du coup, j'ai déjà rédigé des articles sur des bandes dessinées justement, j'ai pas pu mettre d'exemple du tout. C'était très gênant en fait, mais j'avais pas vraiment le choix. Du coup, le faire au format podcast, c'est pas tellement différent de le faire au format article sans aucune illustration, évidemment. Avant de commencer, un petit avertissement, si vous connaissez pas déjà ces sujets, ces thèmes, que vous avez jamais trop regardé de porno, etc., je vous préviens tout de suite, vous en doutez probablement, mais c'est quand même mieux en le disant, dans un bon nombre des ouvrages dont je vais parler ou auxquels je vais faire allusion, il y a des choses qui sont carrément intenses, ou des sujets qui sont abordés qui sont plus ou moins tabous, mal vus, parfois même illégaux dans certains pays, parce qu'il y a beaucoup de lutte contre le porno. Et si on parle là de porno BDSM, franchement c'est pire évidemment, parce qu'il y a beaucoup de pratiques qui sont relativement entre guillemets choquantes, en tout cas si on connaît pas ces domaines-là, et si on s'intéresse pas au BDSM, si on n'aime pas ça. Donc si vous faites des recherches, et que vous connaissez pas déjà ce genre de choses, je vous préviens de garder à l'esprit qu'il y aura des surprises, que vous verrez des choses qui seront probablement bien au-delà de ce que vous pensez. Franchement, si vous connaissez pas déjà ce genre de choses, je crois que vous allez avoir des surprises. Surtout si vous allez regarder le genre de choses que moi je regarde, c'est-à-dire des choses un peu intenses. Dans certains cas, ça peut aller jusqu'à des pratiques qui sont montrées en images, donc qui sont extrêmes. Et quand je dis extrême, comprenez bien que c'est vraiment extrême. Je peux vous dire que ce qui, moi, me plaît en général, ce que j'appelle intense ou plus, il y a la plupart des gens qui penseraient que c'est plus qu'intense, qui auraient les cheveux qui se dressent sur la tête dans certains cas. Donc si vous vous lancez là-dedans et que vous connaissez pas, préparez-vous à ça, et je vous le dis, je le reprécise, pour bien que vous soyez préparés mentalement, parce que sinon, on peut vraiment avoir une surprise. Vraiment. Première partie, pourquoi ce sujet ? Personnellement, j'aime bien les vidéos porno, BDSM notamment, mais j'aime aussi beaucoup les formats bande dessinée ou tout simplement illustration, porno, mais évidemment surtout à thème BDSM, évidemment. Si je remonte dans le temps, au tout début de ma découverte du porno et notamment du porno BDSM, les premiers ouvrages porno BDSM, réellement BDSM, que j'ai pu consulter, c'était en fait des bandes dessinées, alors des bandes dessinées plutôt hard entre guillemets, assez intenses. Et la chose suivante, c'était des magazines de photos de bondage, donc d'attache, anglais, qui étaient pas mal, mais un petit peu limités par rapport à mes goûts. J'ai un peu expliqué tout ça dans mon épisode numéro 30, où j'expliquais comment j'ai découvert le porno BDSM. Le porno BDSM, il a beaucoup évolué, surtout les vidéos en fait, avec le développement d'Internet et l'amélioration énorme des ordinateurs, plus rapides et plus puissants, mais surtout avec de beaucoup plus grands écrans. Ils ont permis de dépasser très largement la télévision, et ont permis plein de choses qui n'étaient pas possibles, ou du moins pas aisément avec de simples télévisions. Ensuite on a eu les CD, les DVD, etc. Mais de nos jours c'est Internet qui permet vraiment de profiter de cette puissance, de ces grands écrans et de toutes les possibilités des ordinateurs. En comparaison, les bandes dessinées et les illustrations, alors tout ça au sens le plus large du terme, bien sûr, ont aussi évolué, et donc pour le porno évidemment ça a aussi évolué de différentes façons.
Il y a notamment une meilleure qualité technique, mais les bandes dessinées papier, elles ont pas forcément tellement évolué en réalité. Par certains côtés, elles ont même régressé, c'est-à-dire qu'un certain nombre de sujets sont devenus de plus en plus tabous. Par contre, bien entendu, toutes les bandes dessinées et illustrations qui sont au format numérique ont, comme je venais de le dire tout à l'heure avec l'évolution des ordinateurs, fait un bond en avant absolument énorme, puisque maintenant la qualité n'est plus comparable à ce qui était possible de voir sur un ordinateur dans les années 90 par exemple. Il n'y a absolument aucune comparaison, à la fois en taille d'écran, en nombre de couleurs, etc. Si je reviens par exemple dans le début des années 2000, à cette époque-là, à mon avis, il était vraiment beaucoup plus facile de trouver du porno BDSM intense dans un format papier. En fait, à cette époque-là, il y avait encore des problèmes pour trouver des vidéos, des problèmes techniques, des problèmes pour trouver les acteurs et les actrices, etc. Le porno existait déjà depuis longtemps, bien entendu, et le porno numérique sur Internet existait déjà, mais comme je l'ai décrit dans mon épisode numéro 30, c'était pas comparable à ce qui se fait maintenant, bien sûr. Et à ces époques-là, c'était quand même beaucoup plus difficile de trouver des choses intenses. Et ces choses intenses, c'est ce que moi je cherchais et ce que je cherche encore. C'est pendant les années 2000 que ça s'est vraiment développé et que ça a atteint le stade de quasi-perfection qui existe de nos jours. Donc maintenant, tout ce qui est porno numérique, même pour des formats bande dessinée ou illustration, est plus développé en fait en quantité en tout cas, au format numérique et se trouve plus aisément, c'est plus facile de se les procurer. Et de nos jours, il y a un choix absolument énorme de bande dessinée, d'illustrations au sens le plus large. Je reprécise une illustration, je veux dire par là, juste un dessin par exemple, par opposition à une bande dessinée qui utilise plusieurs cases et qui généralement raconte une histoire. Et tout ça, ça a vraiment été facilité par Internet. Et il y a notamment une chose qui a pas mal changé, c'est que Internet a grandement facilité, l'accès à des productions qui ne sont pas européennes en général ou françaises en particulier, puisque là je parle dans le contexte où moi je vis, c'est-à-dire en France. J'ai eu l'occasion de voir un peu donc le développement des bandes dessinées porno BDSM en Europe, mais ensuite on a vu une arrivée de plus en plus forte des productions notamment asiatiques, dont le Japon, et j'en reparlerai tout à l'heure. Une dernière remarque, je précise quand même que je parle vraiment que de bandes dessinées ou d'illustrations qui sont fortement orientées BDSM ou complètement dédiées au BDSM, parce qu'on peut trouver de très nombreux ouvrages qui ont juste une ou deux scènes qui sont un peu BDSM, qui sont généralement pas très intenses, surtout dans les anciennes bandes dessinées par exemple, parce qu'il y avait des problèmes de tabou, de choqué, etc. Donc là, je précise, je parle de choses qui sont beaucoup plus dédiées, beaucoup plus orientées BDSM, même si ça n'empêche qu'il peut aussi y avoir un certain nombre de scènes non BDSM, et d'ailleurs généralement c'est mélangé. Mais de façon générale, quand on parle de bande dessinée, d'illustration BDSM, les sujets varient beaucoup, et l'intensité varie beaucoup. Mais là donc je vais me concentrer sur des sujets qui sont vraiment, de façon majeure, consacrés à du BDSM. Avant de continuer, je voudrais faire un aparté assez rapide sur le porno au sens large. De façon un peu surprenante, si vous vous êtes jamais renseigné sur ce sujet, la pornographie au sens large, c'est illégal dans la plus grande part du monde. Alors si comme moi vous vivez en France, ou bien dans des pays francophones en tout cas, probablement que vous vous rendez pas compte à quel point c'est vrai, donc je l'explique très brièvement, juste pour vous aider à comprendre pourquoi je vais parler de deux catégories de porno et pas plus. Quand vous regardez par exemple sur Wikipédia les endroits dans le monde où le porno, la pornographie, au sens le plus large, est légal et illégal, les schémas que vous pouvez voir, les cartes, c'est très surprenant. En fait, il y a deux grandes zones où c'est autorisé, et partout ailleurs c'est illégal ou quasiment illégal. Quand vous regardez la carte du monde, en résumé très simplifié, presque toute la partie des Amériques, c'est-à-dire l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, sont en vert, c'est-à-dire c'est légal. Alors quand je dis légal, il peut y avoir quand même certaines limites, il y a quand même certains tabous, il y a quand même certains sujets interdits, bien sûr. Ensuite, vous avez l'Europe de l'Ouest essentiellement et du Nord, où c'est globalement aussi légal, à peu près partout, et tout le reste, c'est soit totalement illégal, c'est-à-dire la quasi-totalité de l'Afrique, de l'Asie, de l'Océanie et au Moyen-Orient, et même des parties d'Europe de l'Est, du moins le plus à l'Est et notamment du côté de la Russie. Dans tous ces autres pays, c'est soit donc totalement illégal, soit il y a de fortes limitations. Au final, si on regarde le nombre de pays où c'est légal, c'est la minorité. Et si on regarde en nombre de personnes qui ont accès de façon légale à la pornographie, c'est une minorité. Je vous avoue que j'ai pas eu le courage de faire le calcul, mais étant donné que vous avez les pays les plus peuplés, et puis que vous avez un continent entier avec l'Afrique, dans lesquels c'est totalement illégal, j'ai pas fait le calcul, mais ça doit faire au moins
75% des personnes, si ce n'est 80 ou plus, qui n'y ont pas donc accès légalement. Du coup, de façon tout à fait évidente, ça veut dire que la production de bande dessinée, puisque là c'est le thème de cet épisode, ne peut venir que des pays dans lesquels c'est légal, et du coup c'est forcément extrêmement restreint. Même si vous verrez que je reparlerai de l'Asie, il y a des endroits qui sont très stricts, mais où il y a quand même une grosse production. Deuxième partie, les bandes dessinées occidentales. Alors quand je parle de bandes dessinées occidentales, en réalité, les principaux pays dont je veux parler, ça va être la France, l'Espagne, l'Italie, l'Amérique du Nord, un peu l'Angleterre, la Belgique. Il y en a probablement d'autres, mais c'est pas toujours évident de voir desquelles viennent les productions, quelle est la nationalité des auteurs, des dessinateurs par exemple. Donc les pays que je viens de citer, c'est ceux dont je suis le plus sûr, ceux dont je connais le plus d'auteurs. Il y en a probablement d'autres dans d'autres pays, mais dans ma perception en tout cas, la principale production est dans les pays que je viens de citer. Et puis je précise un autre point, je ne me limite pas, évidemment, aux ouvrages en langue française. Donc là, je vois toutes les langues qui sont possibles. Les traductions en français ou en anglais, ça pose problème, notamment pour les productions asiatiques, dont je parlerai dans la partie suivante. Mais là, je vais pas me focaliser sur ce point-là, je parle de la production en général, peu importe la langue. Évidemment, vous aurez compris que tout ce que je dis là, c'est basé sur mes expériences que j'ai constatées, je prétends pas être exhaustif, parce que je n'ai pas fait une étude sur plusieurs années pour voir exactement tout ce qui existe, ou tout ce qui a pu exister. Je me concentre sur ce qui est le plus connu, le plus accessible, et ce à quoi moi-même j'ai eu accès. Donc je pense qu'on peut dire que ce que je vais vous dire, c'est la perception qu'obtiendra une personne moyenne qui s'intéresse au sujet, mais ce n'est pas une vision exhaustive. Personnellement, la première bande dessinée érotique ayant d'assez forts thèmes BDSM à laquelle j'ai accédé et qui m'a vraiment satisfait, pour l'époque bien entendu, c'était Druna. Ça s'écrit D-R-U-U-N-A. Dans les premiers volumes notamment, il y avait pas mal de thèmes BDSM, de scènes relativement intenses, en tout cas pour l'époque, et c'était la première bande dessinée où vraiment j'ai trouvé une certaine satisfaction par rapport à ce que je recherchais. Parce que ce que je veux dire, c'est que à cette époque-là, donc là je parle fin des années 80, c'était pas toujours aisé de trouver des choses un peu intenses, le genre de choses que je recherchais. Des choses moins intenses on pouvait trouver, mais là c'était la première bande dessinée où ça commençait à répondre à mes goûts, ce qui n'était pas toujours aisé à trouver à cette époque-là. Ensuite, assez rapidement, quand je suis vraiment allé dans des sex shops, comme je l'avais décrit dans mon épisode numéro 30, j'ai découvert d'autres auteurs qui étaient vraiment totalement orientés BDSM, et où il y avait des choses vraiment beaucoup plus intenses encore. Parmi les choses qui m'ont marqué, par exemple, vous avez les bandes dessinées de Von Gotha que j'avais achetées dans le sex shop BDSM Démonia à Paris, et qui m'avaient à l'époque pas mal marqué parce que là c'était vraiment du BDSM carrément intense. J'ai même dédié un article sur mon site à cet auteur pour mettre en avant ces bandes dessinées puisqu'elles font partie de celles donc que j'avais découvert quand j'étais juste sorti de l'adolescence, quand j'étais adulte et que j'ai pu en acheter sans que ça pose de problème. Dans les pays dont je viens de parler, donc, il y avait quand même pas mal d'auteurs, il y a encore pas mal d'auteurs qui font des productions de type porno très orienté BDSM ou carrément BDSM. Dans les années 90, j'en avais découvert par exemple dans le magazine BDX SM, qu'on trouvait chez des marchands de journaux, magazine que j'achetais en parallèle avec des magazines porno qui n'étaient pas des bandes dessinées. Et alors une chose que j'ai remarqué, du moins que j'ai cru remarquer, ce sont les thèmes. J'en parle parce que je pense qu'il y a une différence à ce niveau-là entre les BD occidentales et les BD asiatiques. Du moins pour ce que j'ai constaté, sans prétendre que ce soit totalement scientifique. Ce que je remarque et ce que je remarquais à l'époque, c'est que dans les bandes dessinées occidentales, sur ce genre de thème, ça tournait beaucoup autour des mêmes types de choses, de pratiques. Par exemple, vous avez des choses du genre le bondage, tout ce qui est attache au sens large, les thèmes du prisonnier, enfin de la prisonnière surtout, le sexe forcé, le fouet, la fessée, ce genre de choses. Ça tournait beaucoup et ça tourne beaucoup autour de ces thèmes-là, plus un certain nombre d'autres thèmes SM, de façon générale. Mais ça tourne beaucoup sur ça, il y a un peu des humiliations, il y a beaucoup des côtés sadomasochistes, donc douleur et ce genre de choses, et des côtés restreintes. Et quand on fait une recherche sur des bandes dessinées, des illustrations de type BDSM, il y a, à mon sens, une plus grande variété de thèmes dans les BD asiatiques. Je vais y retourner tout à l'heure. Une autre différence que j'ai pu remarquer, c'est que, en Occident, quand même, la production, elle est moins importante.
Alors vous me direz, c'est peut-être en partie parce qu'il y a moins de monde en Occident, mais c'est pas si simple parce que en réalité, en Asie c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de monde évidemment, mais comme c'est illégal un peu partout, au final, il n'y a pas tant d'auteurs que ça, du moins pas autant qu'on pourrait l'imaginer. Si tout ça était légal, il y en aurait beaucoup plus, c'est ça que je voulais dire. Alors je suis pas certain de la raison, mais je pense que ça doit être lié tout simplement à la même raison que pour les mangas, et équivalent, parce qu'il n'y a pas que les mangas, qui sont une forme d'expression qui est très développée et qui est, je pense, plus développée que la bande dessinée européenne par exemple, en volume je veux dire. Une autre différence que je remarque et que j'ai remarqué depuis pas mal de temps, c'est qu'on trouve beaucoup plus de bandes dessinées réalistes, entre guillemets. C'est-à-dire avec un dessin dans lequel les personnages sont très réalistes et ne sont pas trop caricaturés ou simplifiés, etc. J'ai aussi remarqué que, pour ce qui est de l'intensité, souvent elle est plus modérée en fait que ce qu'on peut trouver dans des productions de type asiatique, notamment ce qu'on appelle les hentai. Mais ça c'est aussi pour partie dû au fait qu'il y a plus de production dans les hentai, dans les productions donc asiatiques, et du coup, forcément d'un simple point statistique, c'est assez normal qu'on puisse en trouver plus aisément s'il y a une plus grosse production. Et je pense qu'une autre raison, ça doit être aussi la censure et les tabous, parce que les bandes dessinées, notamment quand elles sont en format papier, elles ne pouvaient pas être publiées comme ça comme on voulait, il y avait pas mal de problèmes, et du coup ça limitait un certain nombre de choses, et je pense que ça peut expliquer, pour une certaine mesure, un certain nombre de restrictions qu'on observait au moins avant le développement d'Internet, puisque quand Internet a commencé à exploser, on a eu des productions de sites comme par exemple Do Fantasy. J'ai créé un article entier qui leur est dédié sur mon site, univers-bdsm.info. Do Fantasy, c'est un site internet qui avait été créé par un magazine européen qui publiait, et qui publie encore un petit peu, des auteurs dont certains font des choses qui sont carrément souvent intenses et parfois sur des sujets qui sont tabous en fait, et qui sont même dans une certaine mesure devenus plus ou moins illégaux en Europe, ou du moins qui sont tellement censurés que c'est quasiment devenu de fait illégal. Je pense notamment à tout ce qui est le sexe forcé. Si on regarde l'évolution des sujets abordés, il y a eu clairement une évolution vers le bas en fait, c'est-à-dire que notamment en Europe, on a eu, contrairement à ce qu'on pourrait penser, une forte augmentation de la censure, pas forcément une censure officielle, mais parfois elle est un peu officieuse, beaucoup d'attaques anti-sexe, etc., et un certain nombre de thèmes ont soit été diminués, soit ont complètement disparu. Dans le cas de Do Fantasy, par exemple, j'avais remarqué, j'en parle dans l'article que je lui ai dédié, qu'un des auteurs qui faisait des choses absolument extrêmes, et quand je dis extrême, croyez-moi, c'est vraiment extrême, eh bien cet auteur, il avait complètement disparu de leur site. C'est-à-dire, une année, soudain, ils se sont décidés à complètement supprimer la totalité de ses ouvrages à lui, mais pas ceux des autres. La raison est absolument claire, c'était que c'était devenu trop intense, il y a trop de pression de nos jours, donc ils ont préféré couper complètement, et enlever une bonne dizaine, si je me souviens bien, de bandes dessinées, parce que le thème était trop violent, tout simplement, hein. C'était vraiment... Quand je dis que c'était extrême, croyez-moi, c'est pas une exagération, hein. Il y avait des choses absolument horribles là-dedans. C'était un auteur, clairement, hein, qui visait un public totalement de niche, et même de niche à l'intérieur de la niche, à l'intérieur de la niche, hein, tellement c'était extrême. Et il y a un certain nombre de sujets comme ça qu'on ne voit plus, parce que il y a eu, contrairement à l'impression qu'on peut avoir, une montée forte de la censure. Et je reviens sur ça, mais tout ce qui est le sexe forcé, c'est flagrant qu'il y a eu un gros effet de censure à ce niveau-là, hein. On le voit dans les vidéos porno, mais on le voit aussi dans tout le reste. Et même si on regarde les productions d'amateurs ou amatrices, donc là généralement ce seront pas des bandes dessinées, ce seront plus des illustrations, parce qu'une bande dessinée c'est un investissement énorme, hein. C'est un investissement énorme en temps et en effort, alors que faire une illustration, c'est difficile aussi bien sûr, mais ça demande quand même, ça se comprend, beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'efforts, puisque c'est juste un dessin. Même pour donc l'univers amateur, tous ces problèmes de censure, etc., ou d'autocensure en tout cas, on les voit. Hein. On les voit nettement, il y a beaucoup plus d'hésitation à faire des choses, même s'il existe et existera toujours des, entre guillemets, milieux underground, comme on dit, c'est-à-dire les gens qui font quand même tout ce qu'ils veulent de façon non officielle, il y aura toujours ça. Mais de façon globale, il y a quand même eu un poids pas négligeable des montées en fait anti-sexe qu'on observe depuis les années 2000. Je pense que c'est assez flagrant. Cela dit, ça n'empêche pas de trouver pas mal de choses intéressantes, et même si un certain nombre de sujets maintenant sont mal vus, autocensurés, carrément censurés, etc.,
En revenant dans le temps, on peut en trouver quand même beaucoup, parce que sur Internet, on peut généralement quand même retrouver des choses même qui ont été officiellement effacées, entre guillemets. Donc même sur des sujets qui peuvent de nos jours avoir un peu disparu, on peut quand même trouver pas mal de choses. Par contre, juste pour bien clarifier, il existe toujours des productions papier, bien entendu, mais de nos jours quand même, ce qu'on peut trouver le plus, et c'est notamment vrai pour les illustrations, et surtout évidemment pour les productions d'amateurs, évidemment, vous vous doutez bien que quelqu'un qui fait juste comme ça, en loisir, en hobby, des dessins un peu sexy, ou porno, BDSM, etc., il y a à peu près aucune de ces personnes qui va arriver à publier ça au format papier, parce que c'est extrêmement difficile de trouver quelqu'un qui accepte de publier, ça coûte cher, ça demande du temps, enfin, c'est compliqué. Donc de nos jours, en réalité, le papier, il bat un peu de l'aile, il est écrasé par ce qu'on peut trouver sur Internet. Et pour les illustrations, c'est à 100% sur Internet qu'on trouve ce qu'on veut. Pour les BD plus compliqués, surtout les BD des auteurs classiques, on les trouve encore facilement au format papier. Il y en a, on les trouve plus du tout au format papier, et il y a beaucoup de producteurs, notamment le site Do Fantasy dont je parlais tout à l'heure. Eux, ils ont arrêté complètement le papier depuis longtemps en fait. Ils font plus que du format numérique, typiquement ce sont des PDF qu'on peut télécharger. Pour revenir sur les illustrations, donc là je parle bien de dessins individuels et non plus de bande dessinée complète, on trouve vraiment énormément de choses, au format plus donc européen. Alors, dans mon expérience, l'impression que j'ai, c'est que pour des illustrations, c'est plus facile de trouver dans des styles européens, alors que c'est plus difficile de trouver dans des styles, par exemple, japonais, asiatiques en général. Cela dit, c'est peut-être une impression, parce que ça dépend peut-être de la façon dont je fais mes recherches, mais dans mon impression, donc, il y a une domination en volume des illustrations plutôt de style européen. Alors attention, évidemment, quand je dis de style européen, c'est quand même très variable, il y a un peu de tout comme style. Un grand nombre sont plus ou moins réalistes, mais évidemment chacun des auteurs a sa patte, comme on dit, et il y a quand même pas mal de variations. La qualité est variable aussi, évidemment, on trouve un peu de tout. Mais en tout cas, en quantité, on peut vraiment trouver énormément de choses, et même si les thèmes sont à mon sens un peu plus restreints que ceux qu'on peut trouver dans des ouvrages asiatiques, on trouve quand même beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de variations, beaucoup de thèmes utilisés, beaucoup de types d'univers, ça peut être de la science-fiction, ça peut être le monde moderne, ça peut être de la fantasy, comme le Seigneur des Anneaux, ce genre de choses. Il y a pas mal de possibilités, en fait. Et je voudrais parler brièvement d'un dernier point, avant de parler des bandes dessinées asiatiques, c'est que, en plus du style européen, je devrais dire les styles, parce qu'il n'y en a pas un seul, bien entendu, les styles européens, qui sont quand même généralement assez éloignés des styles asiatiques, même si parfois il y a des imitations, il y a quand même plusieurs différences. La première différence, c'est le format. Pour les illustrations, c'est pas forcément critique, parce que c'est un dessin, mais pour les bandes dessinées, vous avez plusieurs formats typiques. Vous avez les formats à la française, à l'européenne, c'est-à-dire du A4 ou plus grand, c'est-à-dire des formats relativement grands. Il y a pas mal de variations dans ça. Si vous lisez un petit peu des bandes dessinées en général, vous avez déjà vu certainement qu'il existe une certaine variation. Vous avez ensuite les formats plus à l'américaine, qui sont des formats plus petits que le format européen. Et ça se ressent quand vous regardez par exemple des fichiers PDF, et encore plus bien sûr quand vous avez une vraie bande dessinée dans les mains. Et une autre grande différence qui est vraiment très importante, qui sautera aux yeux de toute personne qui connaît un tout petit peu les mangas notamment, c'est que la BD de type européenne ou américaine, elle est presque toujours en couleur. Et en général, le nombre de pages est beaucoup plus faible. Si vous connaissez déjà les bandes dessinées européennes ou les comics américains, vous savez déjà de quoi je parle, question format et question couleur, mais aussi question longueur, et ça c'est très différent du format asiatique, puisque le format asiatique en général est en noir et blanc, et que les dimensions des livres sont beaucoup plus petites, mais par contre le nombre de pages est beaucoup plus élevé. Donc là, on a une différence absolument majeure. Alors après, la question c'est qu'est-ce que vous préférerez? Dans mon cas par exemple, j'aime bien les deux. On peut préférer les formats plus européens ou américains, on peut préférer les formats à l'asiatique, notamment japonais. Il y a des avantages et des inconvénients dans chacun. Par exemple, les couleurs, ça aide vraiment la lisibilité. Quand vous regardez les mangas, et surtout quand vous regardez les mangas de type sexe pour adultes, souvent les images elles sont un peu confuses, parce que comme c'est en noir et blanc, on n'arrive pas bien à cerner ce qui se passe. Il y a des auteurs qui en mettent beaucoup trop, ils veulent trop remplir la page, ils alourdissent. Et comme il n'y a pas de couleur, ça rend dur la lecture de la page, on comprend pas ce qui se passe.
Donc vous voyez des personnages qui sont entremêlés les uns dans les autres et vous comprenez pas ce qui se passe. Par contre, c'est beaucoup plus rentable, entre guillemets, d'avoir des formats de style manga, plus précisément donc hentai pour ce qui est adulte, parce que vous avez beaucoup plus de pages. C'est exactement la même chose qu'avec les mangas comparés aux bandes dessinées européennes. Les bandes dessinées européennes sont en couleur, sont généralement plus grandes, mais elles sont beaucoup plus courtes, il y a beaucoup moins de pages. Les mangas, y compris donc les mangas érotiques, porno, etc., ont plus de pages, alors ça leur permet de faire aussi des histoires qui sont soit plus longues, soit plus détaillées dans un seul volume. Après, c'est vraiment une question de préférence. Comme je disais à l'instant, moi j'aime les deux, donc c'est vraiment un choix personnel. Troisième partie, les bandes dessinées asiatiques. Je vais simplifier un peu outrancièrement parce qu'il y aurait pas mal de subtilités à la fois dans les termes, les dimensions, etc. Mais en résumé, en Asie, vous trouvez des bandes dessinées qu'on appelle généralement, même si c'est un peu un abus de langage, des mangas. Il existe d'autres termes en fonction de quel est le pays d'origine. Quand ça vient du Japon notamment, on appelle ça un manga. Là, je précise, pour l'instant, je parle pas de sujets adultes, je parle de bandes dessinées de façon générale. Ces bandes dessinées, que je vais appeler manga pour simplifier, sont généralement d'un format qui est beaucoup plus petit que le format européen. Typiquement, en tout cas, les versions que nous, on reçoit en France, ce sont des versions qui sont assez petites, un peu plus grandes qu'un format poche, typiquement qui sont en noir et blanc uniquement, à part la couverture par exemple, et souvent font dans les 200 pages, même si tout ça, ça varie pas mal, hein. En tout cas, en France, ceux qu'on reçoit le plus souvent suivent cette formule, entre guillemets, que je viens de présenter. Si maintenant je veux parler des mangas destinés aux adultes, tout ce qui est sexy, porno, etc., là par contre, c'est plus la même chose parce que d'abord, je l'avais dit précédemment, en Asie en fait, le porno c'est interdit un peu partout, et le Japon qui l'autorise plus ou moins a quand même des limites assez fortes puisqu'il y a le fameux problème que vous connaissez peut-être de l'interdiction d'afficher des organes génitaux, d'où les fameuses mosaïques qu'on voit dans les vidéos japonaises, et évidemment qu'on voit dans les bandes dessinées japonaises adultes. Typiquement, du coup, quand on parle de bandes dessinées adultes, on va parler en fait de la production japonaise parce que les autres pays sont pas supposés pouvoir produire ce genre de choses parce que c'est interdit. Et ce genre de bandes dessinées, on les appelle hentai, ça s'écrit H-E-N-T-A-I. Alors là aussi, je vous fais pas les détails des subtilités de vocabulaire, etc., c'est pas important. Au Japon, la production de manga est énorme, et la production de hentai est aussi très importante. Je vous avoue que j'ai pas été regarder les chiffres, mais vu ce que j'ai vu passer au fil des années, la production elle est vraiment importante. Il y a beaucoup de choix, il y a une grande variété de titres et de thèmes proposés. Malheureusement, en France, nous ne recevons qu'une partie de la production de manga, et évidemment, une partie de la production de hentai, sauf que là c'est encore pire, parce que je pense qu'on en reçoit une quantité dérisoire. Donc si on veut vraiment accéder aux bandes dessinées adultes japonaises les plus intéressantes, c'est quasiment impossible en France, hein. Vous trouverez assez aisément du manga sexy qui sera pas forcément noté, appelé comme du hentai. Vous trouvez un petit peu du hentai, donc là je veux dire hein, qui est traduit, qui est éventuellement un petit peu adapté, etc. Mais franchement c'est difficile, hein. Quand on va dans les boutiques de manga, il y a quasiment rien à ce niveau-là, il y a une petite étagère avec des titres qui sont d'une banalité totalement affligeante et c'est pas là-dedans que vous trouverez beaucoup de BDSM, hein, franchement. Donc l'essentiel de la production reste au Japon et c'est pas évident de se la procurer. Heureusement l'apparition d'Internet a permis quand même de démocratiser l'accès et de donner un accès à des choses notamment même du passé qui auraient sinon jamais été accessibles en Europe par exemple et en France en particulier. Parmi les choses qui caractérisent vraiment les hentai, de façon générale, hein, pas spécialement BDSM, c'est quand même il y a pas mal ce look manga, ce look de dessin à la japonaise qui est assez typique, qui fait qu'on reconnaît quand même le style. Si vous avez déjà vu des dessins animés japonais par exemple, ou bien donc des mangas, vous voyez à peu près de quoi je veux dire, les grands yeux, etc., les stylisations typiquement japonaises, il y a quand même beaucoup de variétés, hein. Il y a aussi pas mal de parodies, de choses qui sont très déformées, de dessins qui sont déformés, de dessins qui sont au contraire relativement réalistes. Mais dans l'ensemble, on tombe quand même dans un style, un type de style qui est assez reconnaissable, même si ensuite, en fonction des auteurs, vous reconnaissez la patte de l'auteur. Il y en a, ils ont vraiment une façon de dessiner. Certains personnages, notamment les méchants entre guillemets, c'est assez flagrant, c'est toujours le même style, on reconnaît vite.
Mais dans l'ensemble, on est quand même assez éloigné de la façon de dessiner moyenne des Européens, sauf évidemment quand les Européens eux-mêmes de leur côté sont en train d'imiter le style japonais, ce qui existe de nos jours. Dans les sujets traités, il y a un certain nombre d'obsessions, entre guillemets, de thèmes qu'on retrouve assez souvent. Vous connaissez peut-être le fameux, c'est devenu un gag maintenant, hein, le coup des tentacules, les monstres à tentacules avec les filles, etc. C'est vrai que ça existe, mais enfin ça existe pas tant que ça, c'est un peu exagéré quand même. Et c'est sûr que, par contre, le gros choc, hein, je l'avais dit tout à l'heure, c'est quand vous vous apercevez que tous les organes sexuels sont censurés, ça fait bizarre et franchement, ça gâche pas mal les choses. Heureusement, c'est possible quand même de trouver pas mal de productions qui sont pas censurées. Ça existe aussi pour les vidéos. Pour les vidéos, vous pouvez trouver des sociétés, des studios de production porno qui exportent des versions non censurées, alors qu'ils ne vendent que les versions censurées au Japon parce que c'est illégal de les vendre en non censuré. Donc là, c'est bien parce que comme ça permet de ne pas avoir à subir cette censure qui est absurde. Et c'est exactement pareil pour les mangas, on arrive à en trouver qui sont non censurés. Parfois même, on arrive à en trouver qui sont non censurés parce que il y a des personnes qui sont passées derrière pour les modifier et les décensurer à la main. Souvent, c'est fait par des amateurs, enfin, c'est des choses qui sont totalement illégales, bien sûr, mais on va pas discuter sur ce genre de détails, c'est pas très intéressant dans le contexte de cet épisode. Un autre point qui est assez intéressant, je trouve, qui est caractéristique de bon nombre d'auteurs de hentai japonais, c'est l'obsession de remplir la page à tout prix. Ça, c'est un gros problème. Dans le hentai classique, je parle même pas du BDSM, si vous regardez des scènes de sexe, c'est l'intérêt de la chose évidemment, vous apercevez que sur la page, c'est couvert de dessins partout, on n'a pas d'espace de blanc entre guillemets entre les cases, entre les objets, les personnages pour respirer un peu. Et du coup, on voit par exemple des personnages qui sont en train de coucher, il y a des jets de sperme, de choses comme ça un peu partout, et au final c'est tellement confus que franchement on comprend pas ce qui se passe. Et comme c'est en noir et blanc, et que la plupart du temps ils mettent pas trop de trames ou de traits de crayon pour un peu aider à comprendre où commence et où finissent chacun des personnages, franchement il y a beaucoup de pages, c'est illisible, vous passez sur la page, ça vous donne l'impression vraiment que c'est un espèce de gribouillis, carrément incompréhensible. S'il y avait la couleur, ça aiderait vraiment, mais comme il n'y a pas, c'est totalement incompréhensible. Et c'est là que, d'ailleurs, j'ai remarqué une très grande différence entre les auteurs, puisqu'il y en a qui font attention à ça, et qui ont des dessins qui sont vraiment, alors que c'est que en noir et blanc, c'est vraiment très clair. On voit nettement la différence d'une case à l'autre, on voit bien le personnage, les personnages, etc. Tout est bien clair. Même sans avoir la couleur, c'est parfaitement clair. Et ça, il y a des auteurs qui sont doués pour ça. Malheureusement, énormément d'auteurs de hentai sont assez mauvais à ce niveau-là, et vous pondent des trucs qui sont absurdes, ça demande un gros effort, on le voit bien que ça demande un effort. Mais derrière, on comprend rien à ce qui se passe, donc on passe à la page suivante, autant ne pas dessiner la page du tout. Parmi leurs obsessions, vous avez aussi des choses comme les gros seins. Alors vous me direz que les gros seins, c'est pas quelque chose de nouveau comme obsession. Mais là, souvent, c'est vraiment gros. Vous voyez ce que je veux dire? C'est énorme de chez énorme. Et comme je l'avais déjà expliqué tout à l'heure, il y a pas mal de sujets qui sont tabous en Europe, qui sont abordés, ou du moins qui sont devenus tabous. Vous y trouvez par exemple beaucoup plus facilement des choses du genre avec les déjections, la pisse, ce genre de choses. Vous excusez si je suis un peu vulgaire et direct. Il y a aussi tout ce qui est sexe forcé, etc. Et pas mal de choses de façon générale qui sont entre guillemets violentes, avec tous les abus, etc. possibles et imaginables. À mon avis, on en trouve plus chez eux que dans les bandes dessinées européennes par exemple. Même si ça existe, bien sûr, il y a des auteurs, donc j'en avais parlé tout à l'heure, en Europe qui font ce genre de choses, qui traitent ce genre de sujet, de façon parfois très intense. Mais là, je crois, j'ai l'impression, c'est une impression, qu'on trouve beaucoup plus encore ce genre de choses. Et ensuite, bien évidemment, je l'avais pas dit parce que ça me paraissait évident, mais je viens de m'apercevoir que j'aurais dû le préciser, vous avez des différences culturelles. Et les différences culturelles, ça prend pas mal d'aspects, il y a pas mal d'angles, et vous avez typiquement les relations entre les personnes, les situations, la politesse, la façon dont les personnages se parlent, etc. Si vous avez déjà lu des mangas, vous avez déjà perçu ce genre de choses, mais dans des hentai et autres où il y a des relations humaines, et où souvent il y a des relations avec le patron, etc., vous avez beaucoup toutes ces histoires avec les respects et ce genre de choses qui sont assez typiquement japonaises. Pareil pour les vêtements, et puis évidemment les environnements, parce que parfois ça se passe au Japon, mais pas toujours. Pour ce qui est des thèmes, il y a pas mal de variétés aussi.
parce que souvent quand même, vous avez peut-être remarqué quand on parle de bande dessinée adulte, de façon assez fréquente, ça se passe plus ou moins de nos jours, ou bien à des époques particulièrement marquantes, parfois le Moyen-Âge ou ce genre de choses, ce qui permet de rajouter notamment pour le BDSM, c'est au BDSM que je pense bien sûr. Pour le BDSM, ça vous permet, en mettant la situation à une époque où il y avait de l'esclavage par exemple, ça permet de rajouter, bien entendu, beaucoup plus facilement dans l'histoire des personnages qui sont des esclaves, des maîtres, etc. Dans les productions japonaises, on trouve vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de fantasy. Alors, la fantasy, c'est des choses du genre Donjons et Dragons, ou si vous voyez pas de quoi je veux parler, pensez au Seigneur des Anneaux, par exemple. Vous avez beaucoup de choses aussi dans le futur, mais vous avez quand même, je pense, une majorité qui se passe plus ou moins à l'époque moderne. Plus ou moins, bien entendu. Et de façon générale, sinon, il y a quand même une grande influence de ce qu'on appelle la culture geek, c'est-à-dire tout ce qui est les dessins animés, les mangas, etc. Tout ça, ça joue beaucoup, et on peut trouver ce genre d'influence aussi dans les dessins, dans les histoires, bref, dans les situations qui sont décrites dans les hentai. De façon générale, les histoires tendent plutôt à montrer des personnages qui sont humains. Typiquement, c'est plutôt hétéro. J'ai pas trop vu s'il y avait beaucoup de productions gays, j'ai l'impression qu'il y en a pas trop. Par contre, une chose que j'ai remarqué qui est assez fréquente, c'est tout ce qui est animaux, monstres et choses de ce genre-là. Là aussi, il y a pas mal d'obsessions japonaises à ce niveau-là. Obsessions entre guillemets, Vous avez par exemple le très célèbre exemple des filles-chats, qu'on retrouve même dans les mangas. On trouve pas mal de choses comme ça dans un certain nombre de mangas porno, donc dans les hentai. Mais de façon générale, j'ai vraiment plus vu du classique humain normaux aussi normaux que peuvent l'être les personnages principaux de mangas adultes, c'est-à-dire soit les personnages qui sont super sexy, avec des formes souvent exagérées, ou bien à l'inverse, vous avez souvent le méchant, entre guillemets, qui est quelqu'un qui a au contraire un look qui est tout sauf sexy, parfois qui est volontairement présenté comme étant répugnant, c'est-à-dire typiquement, vous avez le patron, entre guillemets, en costard cravate, et qui est vraiment quelqu'un qui se comporte de façon absolument abjecte, parce que c'est le méchant. Donc vous voyez, on trouve un certain nombre comme ça de stéréotypes tout à fait classiques, qu'on retrouve aussi un peu dans les productions européennes, mais ça on les trouve beaucoup dans les hentai. Et une chose aussi qu'on trouve assez souvent, et qui est reliée à la culture geek dont je venais de parler tout à l'heure, c'est qu'une bonne partie de leur production est constituée de parodies, de clins d'œil à des jeux vidéo, des dessins animés, des films, des séries en tout genre. À mon avis, c'est plus fréquent que chez les occidentaux, sauf si on va considérer les illustrations, parce que les illustrations occidentales typiques, il y en a beaucoup qui sont basées aussi sur ça. Des parodies, des imitations, des clins d'œil, ce genre de choses. Maintenant, si je parle de la qualité de tous ces hentai, je pense que je ne vous surprendrai pas si je vous dis qu'elle est variable, très variable, même si on tient compte des goûts et des couleurs. Il y en a quand même qui sont beaucoup mieux que d'autres, il y en a qui sont vraiment très bien, il y en a qui sortent totalement du lot, J'en ai trouvé, ça fait des années que je cherche à droite à gauche, il y en a qui sortent vraiment du lot. Vous me direz que c'est exactement pareil pour la bande dessinée occidentale, et donc là, c'est pareil, vous trouvez des auteurs qui ont vraiment leur propre patte, leur façon de faire. Si ensuite, les thèmes abordés, la façon de présenter les choses, par exemple dans le cas donc du BDSM, les types de BDSM qui sont présentés, parce qu'il y en a beaucoup qui sont obsédés par tel ou tel angle du BDSM, si vous arrivez à trouver un bon auteur, en général, vous pouvez après trouver une bonne quantité d'autres ouvrages de la même personne qui ont les mêmes styles et les mêmes thèmes. De façon générale, dans le porno, je pense que vous l'avez remarqué, il y a un gros problème, difficile à résoudre, c'est que très vite on tourne en rond. Une fois que vous avez vu quelques films porno avec anal, ceci, cela, vous avez quand même à peu près tout vu, donc il y a des tentatives de faire des choses un petit peu plus originales par-ci par-là, mais grosso modo, ce qui change surtout, ce sont les acteurs et les actrices. Les pratiques elles-mêmes, c'est pas évident, on peut pas en inventer de nouvelles tous les jours. Avec le BDSM, on a pas mal de variétés, heureusement, mais cela dit, les thèmes qui sont abordés, les pratiques, on tombe quand même un petit peu dans les mêmes choses, parce qu'il y en a beaucoup, on peut pas trop les montrer en bande dessinée, parce que c'est pas intéressant. Si je prends une pratique BDSM qui consiste par exemple à enfermer quelqu'un dans une valise, ça va prendre quoi 2 ou 3 cases de bande dessinée. Vous allez pas très loin avec quelque chose comme ça. C'est des choses qui sont super quand on les fait, mais pour les regarder, surtout les voir en images, ça
pas grand intérêt parce que y a rien qui va changer, vous allez juste voir une malle fermée, c'est pas passionnant. Il y a beaucoup de pratiques comme ça qui sont pas très intéressantes à voir. En être témoin, c'est barbant, c'est ennuyeux. Et parfois c'est vraiment très ennuyeux. Du coup c'est normal, j'en avais déjà parlé quand j'ai évoqué précédemment dans d'autres épisodes le porno BDSM, c'est normal qu'on voit quand même plus les choses qui sont visuelles, notamment le bondage, le SM et ce genre de choses. Ça pose un problème forcément pour les bandes dessinées. Le BDSM ça permet de rajouter pas mal de thèmes, et ensuite vous avez des auteurs qui rajoutent un certain nombre de choses, qui rajoutent leur propre sauce dedans, et certains sont meilleurs que d'autres. Si vous regardez le hentai de base, franchement, quand vous en avez vu 3 ou 4 volumes de 3 ou 4 auteurs différents pour avoir des looks un peu différents, quand vous en regardez un autre, vous avez du mal à voir la différence. Vous regardez, vous vous dites ça ressemble vraiment à ce que je viens de lire. C'est un gros problème. Dans le BDSM, dans le hentai BDSM, on a un petit peu moins ce problème quand même. Il y a plus de situations, ça permet plus de choses, et même quand on tourne que dans le bondage et le sadomasochisme, ça permet quand même plus de variété. Du moins, à mon sens, Mais je crois quand même que si vous regardez un petit peu ça de près, vous verrez la différence entre les deux sujets, le hentai non BDSM, plus classique entre guillemets, et ensuite vous mettez en face le hentai spécialisé BDSM ou très orienté BDSM. Je trouve quand même qu'on trouve plus d'originalité, plus de variété dans ceux qui ont des thèmes BDSM. Ce qui se comprend puisque ça permet d'avoir plus de sujets à traiter. Après, je l'ai dit, la qualité varie, le type de dessin varie, ça peut plus vous plaire, moins vous plaire, parce que certains auteurs ont vraiment, je l'avais dit tout à l'heure, des styles très caractéristiques, d'autres choisissent au contraire le style plus manga classique, avec le classique type de personnage façon manga à la japonaise, le fameux style qu'on reconnaît tout de suite, et qui font aussi des choses qui sont excellentes, on peut trouver de très bonnes choses avec ces styles-là, mais il est plus facile d'attirer l'œil quand même avec un style qui sort un petit peu de l'ordinaire, évidemment. C'est vrai aussi pour les bandes dessinées de type occidental. Et donc dans les mangas, on peut trouver un peu de tout, et il y en a quand même qui sortent vraiment, vraiment du lot, par le style, par la qualité des histoires. Et après, vous avez évidemment un autre facteur, c'est l'intensité. Alors là aussi, ça varie pas mal. Vous avez beaucoup de mangas, on n'appellera pas ça des hentai, qui sont tellement soft, tellement légers. Par exemple, ça va juste être du bondage, ce genre de choses, ça va pas très loin. Et à l'inverse, vous avez des productions, vous avez des hentai qui sont, comme je l'avais expliqué, très 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 intenses, voire assez extrêmes, et je ne parle même pas des sujets plus ou moins tabous de nos jours, qui y sont parfois abordés. Quatrième partie, des questions et problèmes divers. Le premier point dont je veux parler, c'est évidemment, qu'est-ce qu'on entend par « bonne ». Dans le titre, j'ai parlé de « bonne » bande dessinée, et illustration, mais évidemment le problème c'est qu'est-ce qu'on entend par bonne. De façon évidente, le choix de quelque chose que vous trouverez bien dépend de ce que vous attendez, de ce que vous en attendez, de ces visuels, de ces histoires, et ça dépend évidemment du type de BDSM qui vous plaît. Donc ça va à la fois dépendre des thèmes, parce que par exemple vous pourriez aimer le bondage uniquement, ou bien vous aimez des choses du genre le fouet, ce genre de choses classiques, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses beaucoup plus spécialisées qu'on peut trouver ici et là, plus ou moins aisément. Le deuxième facteur, évidemment, étant le degré d'intensité, puisque la plupart des choses dont je parle, la plupart des activités BDSM qu'on trouve dans tous ces ouvrages, dans ces illustrations, etc., ça varie beaucoup en intensité. Il y en a qui sont relativement soft, entre guillemets, c'est assez léger. Parfois, c'est si léger que, je l'avais dit tout à l'heure, on peut même pas dire vraiment que c'est du porno, enfin, c'est montrable à peu près à tout le monde. Et parfois, ça l'est pas vraiment montrable à tout le monde, et franchement, c'est vraiment des choses qui sont tellement intenses qu'elles sont réservées à une petite minorité de personnes qui ont vraiment des goûts très spécifiques, ou dans le cadre de l'intensité pure, qui sont à fond dedans. Ensuite, de façon non BDSM cette fois, vous avez la question de vos goûts visuels, de ce que vous aimez, parce que le style des bandes dessinées, j'en ai parlé tout à l'heure, ça varie beaucoup, pareil dans les illustrations d'ailleurs, et vous avez vraiment de tout, vous avez du très réaliste, du moyennement réaliste, et vous avez carrément de la pure parodie, ou au moins de la caricature, qui est absolument pas du tout réaliste. Mais ça veut pas dire que ça va pas vous plaire. Donc là, il y a aussi, pour qualifier si c'est bien ou pas, dans votre esprit, forcément, il y a le goût, et il y a ce que vous aimerez, ou ce que vous aimez si vous connaissez déjà ce genre de choses. Si je prends un exemple super évident,
dans les bandes dessinées typiquement japonaises, le hentai, on peut aimer ou on peut pas aimer ce type de choses et le type de dessin qu'ils utilisent le plus souvent. Si ce type de dessin, ça vous paraît pas convenir à ce que vous attendez, ça élimine une très très grande partie des œuvres existantes, c'est évident. En plus de ça, si vous connaissez pas déjà ce genre de choses, si vous n'avez pas déjà fait des recherches, si vous n'avez pas déjà trouvé des œuvres, des auteurs qui vous plaisent, au début, ça va être un peu difficile de savoir qu'est-ce qui vous plaît vraiment en fait. Certainement que vous aurez en tête « Ah oui, je voudrais plutôt du bondage » ou « je voudrais ci, je voudrais ça » en fonction de vos fantasmes ou de ce que vous faites. Mais en fait, en découvrant de nouvelles choses, peut-être que vous vous direz « Ah en fait, même si vous les faites pas et peut-être que vous voulez pas les faire, que ça vous intéresse pas de les faire vous-même, ça veut pas dire que c'est pas intéressant de les voir sous des formats vidéo ou sous des formats dessinés donc. Et là, faire des recherches, ça pourrait vous permettre de découvrir de nouvelles choses. Quitte, comme je viens de le dire, à ne pas les faire vous-même. Et au début, c'est assez difficile de juger si ce que vous trouvez est vraiment exactement le mieux pour vous, parce qu'il y a beaucoup de choix. Il y a beaucoup de possibilités, je vais en reparler dans la suite. Et si vous débutez, même si vous connaissez déjà un peu, en creusant vraiment, on peut trouver plein de nouvelles choses, et on peut finir souvent par trouver des choses qu'au début on pensait impossibles à trouver, et finalement en creusant vraiment, avec beaucoup d'efforts, on peut trouver des choses même assez spécifiques, mais il faut du temps, et donc c'est un petit peu difficile de juger à l'avance quand on tombe sur des premiers ouvrages, sur des premières illustrations. Elles peuvent vous paraître bien, et puis ensuite quand vous progressez, quand vous en découvrez plus, vous apercevez qu'en fait, ah ouais c'était pas mal, mais enfin il y a beaucoup mieux ailleurs quand même. Donc il y a une question de subjectivité, bien entendu, il y a vos goûts, etc. Mais il y a aussi une question de qu'est-ce que vous trouvez, qu'est-ce qui vous tombe sous les yeux. Et plus on connaît de choses, plus on découvre de choses, plus on a de chances de trouver des choses qu'on pourra soi-même qualifier de bonnes, en fonction de goût personnel, bien entendu. Et de la même façon, bien entendu, ce qui en découle, c'est que une fois que vous avez réussi à trouver un auteur, ou un groupe même d'auteurs, ou bien des mots-clés, c'est important aussi, qui vous permettent de trouver des thèmes, des façons de dessiner, des histoires qui vous plaisent vraiment, qui sont à vos goûts, notamment quand c'est spécialisé, là, ça vous ouvre vraiment la porte à de nouvelles découvertes. Mais tout ça, ça demande évidemment d'y avoir passé un peu de temps à faire des recherches en fait. Des bandes dessinées et des illustrations qui sont bien, qui sont bonnes entre guillemets, on en trouve, même si c'est une question de goût, c'est très subjectif évidemment. Enfin, quand même, faut reconnaître, il y en a beaucoup qui sont pas terribles et il y en a un bon nombre qui sont vraiment très nuls, n'ayons pas peur des mots. Mais on trouve beaucoup de choses qui sont bien. Donc au final, l'idée, ça va plutôt être de trouver les meilleurs auteurs, les meilleures séries, les meilleures illustrations, et parmi celles-là, ce qui vous paraît les mieux en fonction de vos centres d'intérêt, de ce que vous voulez en retirer. Mais au final, oui, ça se trouve, c'est possible. Je l'ai déjà évoqué rapidement dans les parties précédentes, mais il y a un problème assez important quand même, c'est le problème des langues utilisées. Les bandes dessinées, les illustrations, c'est visuel, par nature bien sûr, mais quand vous regardez des bandes dessinées, la plupart du temps, il y a quand même un minimum une histoire, parfois l'histoire peut être assez complexe, et donc il y a du texte. Si vous comprenez pas le texte, ça peut vraiment vous faire perdre beaucoup, évidemment. C'est pas aussi important pour les illustrations, parce que souvent les illustrations, soit il n'y a pas de texte, soit c'est vraiment pas très important de pas le comprendre. Mais dès qu'il y a plus que quelques cases, dès qu'il y a une tentative de faire une histoire, et dans certains cas, je pense par exemple à des BD européennes où il y a vraiment une histoire, et où si vous comprenez pas ce qui se passe, vraiment on y perd beaucoup. Et le plus gros problème avec ça, c'est tout ce qui est asiatique. Parce que si vous lisez pas le japonais, ce qui est assez probable, là, vous avez un gros problème pour accéder au marché asiatique pour les mangas, et pour les hentai, c'est encore pire, parce qu'il y a très peu de traduction. Si je parle de façon un peu plus générale, il y a beaucoup de bandes dessinées vraiment intéressantes, qui viennent de plein de pays, même si on reste en Occident, j'avais dit qu'il y avait par exemple l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, ou les USA, et là, vous avez aussi des problèmes de langue parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas traduites. Donc si vous parlez pas l'espagnol, l'italien, l'anglais, etc., vous loupez beaucoup de choses. Alors l'idéal, c'est au moins de connaître l'anglais, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été traduites en anglais, parce que c'est un marché important, et puis bon, vous savez évidemment que l'anglais, c'est quand même plus ou moins la langue internationale, donc parler anglais, enfin être capable de le lire plus exactement, ça vous ouvrira vraiment énormément de portes. Par contre, si vous parlez par exemple que français, là franchement vous avez beaucoup, mais alors beaucoup de portes qui se ferment et beaucoup de choses vous seront pas réellement accessibles. Évidemment, on peut quand même les lire, les bandes dessinées, et les apprécier plus ou moins, mais franchement, on manque beaucoup. On manque beaucoup quand on comprend pas ce qui se passe. Franchement, dans à la fois des bandes dessinées porno européennes, mais aussi dans des hentai japonais,
Si vous voyez pas l'histoire, il y a des fois, c'est à la limite du compréhensible et ça vous empêche de comprendre les actions des personnages et c'est au point que c'est vraiment au détriment du plaisir qu'on peut retirer à lire l'histoire. J'ai relu récemment une partie d'un hentai que je trouve particulièrement intéressant. Si vous avez pas la traduction en anglais, franchement, c'est impossible de comprendre ce qui se passe et du coup, ça gâche vraiment, mais alors vraiment l'histoire. En résumé, les langues, c'est vraiment un gros problème. Les traductions, c'est un super gros problème pour ce genre de choses. Si vous écoutez ce podcast, je présume que vous parlez français, donc vous avez quand même accès à pas mal de choses qui sont faites en France ou en Belgique, etc. Et vous avez aussi accès à pas mal de traductions, parce qu'il y a quand même eu pas mal de traductions. Mais vraiment, il y a énormément de choses qui ne sont accessibles que dans des langues des pays eux-mêmes. Dans le meilleur des cas, c'est traduit en anglais, mais parfois ça l'est pas, donc c'est plus ou moins difficile d'accès. C'est pas vraiment surprenant, hein, je pense que ça devrait pas vous surprendre. Le porno, c'est quand même quelque chose de très répandu, c'est bien connu, hein, enfin au moins dans les pays où c'est pas illégal. Seulement quand même, faut bien être lucide, hein, ça ne se vend pas autant que par exemple la dernière BD de Astérix et Obélix. C'est évident. Donc quand vous regardez les BD porno, c'est quand même relativement un marché de niche, et plus vous allez dans des choses spécialisées, comme le BDSM, plus c'est une niche. Donc même des auteurs qui sont connus ne vendent pas quand même tant que ça. Du coup, forcément, l'effort de traduction, il s'en ressent, c'est évident, hein. Alors ensuite, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez des traductions des auteurs qui sont vraiment les plus connus, ceux qui ont eu le plus de succès dans leur propre pays. Mais tout ça, quand même, hein, ça nous fait louper pas mal d'autres auteurs qui sont peut-être moins connus, mais qui sont très bien aussi. Et certains sont moins connus parce qu'ils travaillent dans des sujets, dans des domaines qui sont un peu plus de niche, même à l'intérieur du BDSM, hein. Et comme ils ne seront pas jugés rentables, eh bien, vous avez pas de traduction, c'est assez logique. Donc ça devient difficile d'accès. En plus, vous avez le fait que, faut pas se le cacher, le porno, tout ce qui est adulte, c'est des choses qui sont un peu sulfureuses, hein. Enfin, je vous apprends rien en disant des choses comme ça. Par conséquent, c'est beaucoup plus difficile de décider des gens à faire les traductions. Ça demande un investissement, mais ça demande de trouver des gens. Bref, derrière, il y a toute une organisation, forcément, et c'est toujours plus difficile quand on parle de sexe. C'est pas vraiment une découverte, hein. Mais ça va aussi rendre plus difficile de trouver des traductions, de façon évidente. La situation est tellement mauvaise que vous pouvez trouver des traductions officieuses qui existent, notamment pour tout ce qui est les pornos japonais, donc, qui sont traduits au compte-gouttes, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, depuis assez longtemps, je saurais pas vous dire quand, mais ça doit exister depuis vraiment longtemps, il y a des personnes qui ont carrément fait des traductions, et il existe même une espèce de système parallèle, totalement illégal, bien entendu, qui est carrément des fois sponsorisé par des lecteurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens carrément qui vont sponsoriser une traduction. Ils vont par exemple découvrir le hentai de tel auteur japonais, se dire « Ah ouais, c'est vraiment bien cette histoire, ça me plaît, mais je voudrais comprendre ce qui s'y passe. » Et il y a des gens qui sont bilingues, hein, qui acceptent de faire la traduction, mais qui sont dans ce cas-là payés. Alors il y en a aussi qui le font sans être payés apparemment, mais j'ai vu des fois passer des messages où c'était clairement marqué que ça avait été sponsorisé par telle ou telle personne. Donc il y a eu quelqu'un qui a payé pour la traduction. De façon officieuse, hein, bien entendu, hein. Alors après, la qualité, ça c'est un autre problème, hein. Quand on parle de traduction de choses qui sont notamment en japonais, la qualité de la traduction, souvent, elle est assez bancale. C'est vrai dans le porno, mais j'avais aussi déjà vu des choses passer dans les mangas plus généraux, et des fois on voit des choses, c'est assez bizarre. Et j'ai lu aussi des remarques de gens qui disaient c'est pas du tout ce que dit le texte d'origine. Donc dans le porno, faut pas vraiment s'étonner s'il y a des choses un peu bizarres aussi, mais c'est mieux que rien à voir. Si ça vous surprend qu'il y ait comme ça toute une espèce de monde plus ou moins souterrain et illégal, hein, bien sûr, de traduction comme ça, en fait, c'est pas quelque chose de nouveau parce que ça existe déjà beaucoup pour les dessins animés, les animés, comme on dit, japonais, pour les sous-titres. Comme en dehors du Japon, il y a que très peu de choses au final qui sont exportées, et même quand elles sont exportées, elles sont pas toujours bien traduites. Il existe depuis très longtemps et il y a même des choses qui m'ont l'air assez organisées, des personnes et des groupes en fait qui s'attellent à créer les sous-titres en anglais typiquement, hein. C'est presque toujours en anglais évidemment. Et pour certains mangas, pareil, il y a des personnes qui font des traductions pour des mangas qui ont un certain succès en tout cas, ou du moins qui sont jugés comme étant suffisamment intéressants. Parce que vous imaginez bien que les gens qui le font en amateur, ils vont pas le faire juste pour le plaisir avec des mangas qui les intéressent pas ou des mangas qu'ils estiment pas être intéressants. Mais j'en ai vu passer pas mal de choses comme ça au fur et à mesure des années, et en regardant les hentai, vous voyez exactement la même chose, ce qui est assez logique. Et vous aurez bien noté que si tout ça, ça existait pas, eh ben il y aurait énormément de choses qui seraient vraiment totalement inaccessibles si vous parlez pas japonais par exemple.
Là, je parlais des traductions, mais il y a un autre problème. C'est comment faire pour trouver ces bandes dessinées, et éventuellement ces illustrations. Parce que un gros problème, c'est que même quand quelque chose existe au format papier, et là je vais négliger complètement le problème des traductions, on va faire semblant que ça n'existe pas. Même si quelque chose existe physiquement, c'est pas toujours aisé de se le procurer. Quand on regarde en réel, quand on va dans des grands magasins, etc., il y a quasiment rien en porno, évidemment, et du coup c'est difficile de se les procurer. En plus de ça, si ce que vous cherchez ce sont des auteurs qui sont un petit peu pas trop connus, qui font des choses un peu spécifiques, bref, qui sont pas des grands entre guillemets auteurs, qui ont beaucoup de succès, ça devient très difficile à trouver. Les publications, elles sont faites en petit nombre. C'est déjà vrai pour les bandes dessinées européennes, par exemple. Si jamais vous achetez pas certaines bandes dessinées dès leur parution, très vite, elles arrêtent d'être publiées, et ça devient difficile de les avoir. Faut les acheter en occasion, ce genre de choses. Là, c'est encore pire, parce que à l'origine, c'est vendu quand c'est publié en physique, c'est-à-dire dans un vrai format livre, en petite quantité, et très vite, ça devient introuvable. Et si en plus l'œuvre dont on parle est dans un autre pays que celui où vous vivez, donc moi par exemple ce serait la France, ça devient autrement plus difficile encore. Même si la traduction ça vous est égal, si c'est pas un problème, aller acheter quelque chose en Espagne ou en Italie c'est déjà pas évident, mais aller acheter quelque chose au Japon, c'est pas évident du tout. Même si vous savez que quelque chose existe, des fois c'est quasiment impossible à trouver. Je vais en reparler tout à l'heure, mais vous avez bon nombre de choses qui sont un tout petit peu anciennes, qui sont inaccessibles. Vous savez qu'elles ont existé, vous savez qu'elles ont été vendues, mais si vous n'arrivez pas à les trouver en occasion, ce qui est généralement difficile, eh bien c'est introuvable. Point. Si je reviens sur le cas du hentai, qui va intéresser bon nombre de personnes, notamment parce qu'il y a des thèmes donc qui sont particulièrement intéressants qu'on trouve pas forcément dans des bandes dessinées européennes par exemple. En France, c'est quasiment mission impossible pour en trouver, parce que vous en trouvez un nombre ridicule, et en plus de ça, ce sont des choses qui sont, à mon goût en tout cas, extrêmement légères, même si on parle pas de BDSM. Et pour le côté BDSM, vous trouverez quasiment rien. En plus de ça, vous avez le côté des thèmes qui sont devenus plus ou moins illégaux, c'est pas toujours super clair, dans des pays de type européen, j'en avais déjà parlé. Et en plus de ça, vous avez encore un autre problème, c'est comment déterminer si telle ou telle œuvre sera intéressante, parce que typiquement, quand vous regardez les mangas par exemple, ou dans notre cas les hentai, vous pouvez voir que la jaquette, et c'est pas en regardant la jaquette que vous pouvez déterminer si ça va être bien pour vous. Dans le cadre de cet épisode, j'ai fait une petite recherche avant pour voir comment on pouvait se procurer un certain nombre de choses, et en regardant les jaquettes dans le rayon soi-disant BDSM, sur internet bien entendu, franchement, la plupart, ça avait rien de BDSM sur la couverture. C'était impossible de se douter de est-ce que vraiment il y a du BDSM, ou est-ce que c'est bidon et ils ont mis tout ça dans la catégorie BDSM parce que ça fait vendre. Franchement, en voyant la plupart des couvertures, je pensais, moi, que c'était juste des mangas normaux. Et j'exagère pas, je veux dire, il y avait même pas vraiment de nudité, on aurait vraiment cru des trucs tout public. Donc trouver ce qu'on veut, c'est pas évident. À part si on sait exactement à l'avance le nom par exemple de l'œuvre qu'on veut acheter, ce genre de choses. Un autre problème, et là je viens de le sous-entendre tout à l'heure, c'est le prix. Si vous regardez le prix de tout ce qui est porno, de tout ce qui est adulte, je pense que je vous surprends pas en vous disant que c'est cher. Quand on va en sex shop, etc., vous savez que c'est généralement cher, et si vous le saviez pas, maintenant vous le savez. Et quand ils vendent par exemple des ouvrages, des bandes dessinées de type BDSM, ou pas d'ailleurs, les prix sont exorbitants. C'est beaucoup plus cher qu'une BD normale. Il y a un problème évidemment de volume de vente. Je l'avais évoqué tout à l'heure. Forcément, le prix s'en ressent parce que ce sont des petits lots qui sont vendus. Mais il y a aussi le thème. Le fait que ce soit adulte, immédiatement, ça fait gonfler les prix parce qu'ils peuvent pas le vendre n'importe où. Vous imaginez bien qu'ils vont pas aller le vendre à la librairie du coin, ça. Si vous regardez les grandes enseignes qui vendent typiquement des bandes dessinées, ce genre de choses, vous trouverez pas la plupart de ces bandes dessinées, à part certaines qui sont pas vraiment classifiées comme adultes, vous trouverez quasiment rien, et si ce sont des choses un peu plus intenses, vous trouverez pas. Il faut aller dans un sex shop, ou bien il faut regarder sur internet. Et là, je parlais des bandes dessinées physiques, c'est-à-dire quelque chose que vous allez tenir en main, mais faut pas croire que ce qui est au format électronique, ce sera pas cher, Au contraire. Si je prends l'exemple du bien connu site Fantadox ou Do Fantasy, ça s'écrit DOFANTASY.com. Sur ce site, ils vendent presque exclusivement des formats numériques et les prix sont élevés. C'est vraiment cher. Alors ça les vaut, je veux dire c'est de la bonne qualité, mais ça fait cher. Si vous pensiez que les bandes dessinées c'est déjà relativement cher, et que les bandes dessinées porno c'est vraiment cher, je peux vous dire que les bandes dessinées porno au format électronique, faut pas s'imaginer que c'est pas cher non plus. Là aussi, c'est cher. Du genre 20 € minimum et souvent ça va au-delà.
De ce point de vue, on pourrait dire que les hentai, donc le format japonais, c'est plus rentable, parce qu'il y a beaucoup plus de pages dans un volume. Par contre, je l'avais dit, c'est en noir et blanc, presque tout le temps, donc on perd à ce niveau-là. En tout cas, si on regarde le prix à la page, c'est beaucoup moins cher. De la même façon que les mangas non porno, non BDSM, les mangas généraux sont nettement moins chers à la page que les bandes dessinées européennes par exemple. Alors, cela dit, il existe quand même pas mal de choses qui sont gratuites, légales, je précise, qu'on peut trouver à droite à gauche, alors faut faire des recherches. Vous trouvez par exemple des sites qui vous proposent l'accès à des bandes dessinées avec des pubs, le format exactement identique à YouTube ou à ce genre de choses. Et si vous cherchez bien, vous pouvez trouver pas mal de choses. L'ennui, c'est qu'il faut vraiment chercher. C'est pas toujours évident de trouver les bons endroits. Et dans le même ordre d'idée, une chose que vous trouverez aisément, gratuitement, c'est tout ce qui est illustration. Parce que les illustrations, la plupart du temps, ce sont des choses qui sont faites soit par des amateurs, soit par des semi-pros, soit par des pros qui le font pour montrer leur portfolio, par exemple. On peut parfois en acheter au format physique, c'est-à-dire qu'ils sont imprimés, mais ça n'empêche pas de les regarder sur votre ordinateur. Et là, c'est gratuit. La difficulté, évidemment, c'est de trouver dans une véritable mer, un océan même d'images, celles qui vont vous plaire, mais on en trouve vraiment facilement, je vais en parler tout à l'heure. Au final, quand même, le prix, ça reste un vrai obstacle, franchement. Et si on ajoute la difficulté à trouver les choses, que j'avais évoquées au point précédent, franchement, ça rend un certain nombre de choses pénibles à se procurer. Il n'y a pas d'autre mot et je suis gentil, C'est plus que pénible. Parfois, c'est impossible. Mais je vais en reparler tout à l'heure. Il y a un dernier point dont je voudrais parler, c'est comment faire pour découvrir des nouveautés. Un point très important à mon avis, surtout quand on débute, mais même quand on connaît déjà bien le domaine, même quand on regarde déjà, quand on lit des ouvrages, quand on connaît un certain nombre d'auteurs, une chose qui est intéressante, c'est de découvrir des nouveaux auteurs, ou bien de nouvelles illustrations, ou bien le nouvel album d'un auteur que vous connaissez déjà par exemple. Pour moi, le mieux pour ça, à part si vous vous tenez juste au courant des nouvelles publications de tel ou tel auteur qui vous plaisent, bien sûr, le mieux c'est d'aller sur des moteurs de recherche et de faire des recherches sur des images en tapant des mots-clés qui vous intéressent et ensuite comme ça en progressant d'image en image, parfois en allant sur des sites qui vous proposent des petits morceaux, des extraits. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont juste des illustrations, il y en a qui sont des portions d'une bande dessinée pour vous inciter à aller l'acheter ensuite, etc. Et vous pouvez comme ça, progressivement, découvrir pas mal de nouvelles choses. Franchement, je pense que j'ai découvert peut-être, je dirais 90% des choses que je regarde, c'est comme ça que je les ai découvertes. En progressant de « Ah tiens, ça c'est pas mal », et puis sur la même page, il y avait d'autres images vers tel autre auteur ou tel autre ouvrage, etc. Et progressivement comme ça, j'en ai découvert, au fur et à mesure des années bien sûr, plein de nouveaux. Même là, récemment, j'ai découvert de nouvelles choses, même en dehors du BDSM. Là, j'étais en train de chercher pour des illustrations, et j'ai découvert un auteur que je connaissais pas, qui fait pas du tout du porno, c'est pas du BDSM, mais il a un style que j'aime bien. Je l'ai totalement découvert à 100% en faisant une recherche sur la façon de dessiner tel ou tel personnage. Sans ça, je serais probablement jamais tombé sur cet auteur. Donc il faut avoir une démarche en fait de découverte, pour comme ça en explorant, ouvrir ses horizons, et petit à petit on peut trouver pas mal de choses, et c'est comme ça qu'on arrive à trouver ce qui est bien en fonction de vos goûts. Par exemple, quand je suis allé explorer telle ou telle galerie parce qu'il y avait tel auteur qui présente tel type de thème avec la bonne intensité pour moi, j'ai découvert qu'il y avait tel autre fait des choses dans le même goût, tel autre fait des choses dans le même goût, il y a tel autre album, telles autres illustrations, etc. Bref, faut pas hésiter comme ça à aller fouiller, à explorer à droite à gauche pour petit à petit découvrir de nouvelles choses. Et tôt ou tard, forcément, vous tomberez sur des choses qui vous plaisent plus que d'autres. Et régulièrement, on peut tomber sur la chose qui est vraiment bien, qui est vraiment particulièrement bien, qui est vraiment marquante. J'en ai récupéré comme ça un certain nombre. C'est une minorité, Dans mon cas, par exemple, il y a peut-être 1% des choses que je vois qui me plaisent vraiment. Enfin, pour ça, la solution, c'est d'explorer, tout simplement. Cinquième partie, comment se procurer tout ça ? Je suis déjà passé un petit peu sur le sujet dans la partie précédente. Pour pouvoir accéder à ces différentes œuvres, à ces illustrations, vos recherches vont varier évidemment selon 2 critères. D'abord, est-ce que vous devez les trouver en réel, c'est-à-dire si vous cherchez des bandes dessinées physiques, le livre lui-même, ou bien est-ce que c'est possible de trouver une version numérique qui, elle, ne requiert qu'un accès à Internet. Pour ce qui est du format papier, donc là je parle vraiment de tout ce qui est physique, c'est franchement souvent très difficile à trouver en fait. Je l'avais déjà évoqué tout à l'heure, rien que des bandes dessinées normales,
Si vous ne cherchez pas des choses qui sont vraiment connues, des classiques, ou bien qui viennent tout juste de paraître, c'est déjà assez souvent difficile de trouver. Alors évidemment, quand on parle de sujets qui sont nettement plus étroits, de niche, et encore plus des sujets qui sont réservés aux adultes, ça devient carrément beaucoup plus difficile. J'ai fait des recherches à ce sujet-là, et notamment pour les hentai, c'est vraiment pas évident du tout à trouver. Mais même pour des œuvres européennes, même des choses qui sont parues en France, souvent c'est pas évident du tout de trouver. Et franchement, c'est pas dans le choix de dizaines ou quelques dizaines, en étant très généreux, de bandes dessinées qui vous sont proposées dans des sex shops que vous allez trouver votre bonheur, parce qu'on va très vite tourner en rond. Grosso modo, vous trouvez des choses qui sont de quelques auteurs ultra connus, et ça s'arrête là. Dès que vous cherchez quelque chose d'un tout petit peu hors de ça, c'est très difficile à trouver, et ça se trouvera pas en sex shop. Du coup, de nos jours, la vraie solution, ça devient de plus en plus d'utiliser des outils informatiques, de faire des recherches sur Internet, et de se procurer des versions qui sont complètement numériques, parfois carrément pas officielles du tout, parce que il y a plein d'œuvres qui sont devenues totalement introuvables, et qui n'existent que parce que des gens ont fait en douce des scans, qui sont souvent pas de bonne qualité bien sûr, mais malheureusement les maisons d'édition, souvent, elles n'ont pas numérisé leurs anciens catalogues en fait, et du coup beaucoup de choses sont perdues, quasiment impossibles à trouver, faut les chercher en occasion, mais c'est souvent mission impossible. Et là je veux revenir sur un point qui est très important, c'est ce côté des offres qui sont perdues. Je viens d'expliquer là, au format papier, c'est facile de comprendre ce qui se passe. Vous avez des lots qui sont produits par la maison d'édition, une fois que le lot il a été entièrement vendu, tant qu'ils en republient pas, ça devient très difficile à trouver, évidemment. Et plus une œuvre a de succès, plus elle est rééditée, mais même des choses qui ont du succès, souvent, elles deviennent difficiles à trouver, et si vous regardez quelque chose qui a 20 ans, 30 ans, 50 ans, c'est carrément difficile ou impossible. À part quelques très grands classiques. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui ont été perdues comme ça. C'est devenu vraiment impossible de trouver un certain nombre de choses. Par exemple, j'ai vu passer des relativement classiques du 19e siècle ou du début du 20e siècle, parfois même des œuvres françaises, Donc j'ai vu comme ça des scans d'une page ou 2 ou 3 pages ou de certaines illustrations, et je m'étais dit, c'est pas mal, j'aimerais bien me le procurer. Eh ben, c'était impossible. Ça se trouve nulle part. Les seules choses qu'on peut trouver, ce sont les quelques illustrations, donc, que j'ai récupérées, qui avaient visiblement marqué des gens, donc elles avaient été scannées, et ensuite elles ont été distribuées parce que ça a plu à pas mal de monde. Mais en dehors de ça, l'œuvre elle-même et toutes les autres illustrations qui pouvaient en faire partie sont perdues, ou du moins inaccessibles à une personne normale. Parce que j'imagine bien qu'on pourrait les retrouver à la Bibliothèque de France, ce genre de choses. Et là, je parlais des versions papier, mais dans le format numérique, il y a exactement le même problème. Alors en général, vous le savez probablement, mais le format numérique, ça a un gros avantage, c'est que ça peut être sauvegardé facilement, ça peut être dupliqué aisément, et du moment qu'au moins une personne quelque part a une copie, cette copie peut être retrouvée. Le problème, c'est que, évidemment, vous avez aucun moyen de savoir qui aurait cette éventuelle mythique copie, et donc il y a vraiment eu beaucoup de choses qui ont été perdues. J'ai vu passer par exemple plusieurs sites dont les images de publicité en fait, qu'ils diffusaient eux-mêmes gratuitement un peu partout pour attirer l'attention sur leur site. Ce site il n'existe plus depuis des années, il n'a pas été repris par quelqu'un d'autre, et donc la seule chose qu'on peut trouver ce sont un certain nombre d'illustrations souvent qui ont été copiées, recopiées, etc., transformées au point que parfois elles sont d'une qualité vraiment pas terrible, alors qu'il y avait d'excellentes illustrations notamment dedans. Et c'est devenu absolument impossible maintenant de retrouver pour ce genre de site. J'en ai comme ça plusieurs que j'aimerais bien pouvoir retrouver, mais c'est impossible. Et comme c'était des sites qui étaient payants, c'est-à-dire il fallait s'enregistrer, s'abonner pour y avoir accès, il n'y a évidemment pas de copie dans des outils de sauvegarde d'historique, puisque ce genre d'outils ne fonctionne que quand les sites y sont accessibles librement, bien entendu. Alors parfois on retrouve un certain nombre de choses quand même de ces sites fermés, mais il y en a beaucoup comme ça, dont des sites qui étaient assez majeurs, qui avaient produit pas mal de choses, vu ce que j'ai pu voir qui en survit. Ça avait l'air d'être pas mal, moi je les connaissais pas, c'est pour ça que j'en parle de façon un peu floue, parce que à l'époque j'y avais pas eu accès, j'avais pas réalisé que c'était accessible, et donc je suis passé à côté en fait, ce que je regrette. Et seule une petite partie, parfois vraiment une toute petite partie, de ce qui était proposé survit, même si je sais bien, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, qu'il y a certainement des personnes à droite à gauche qui en ont des copies, planquées sur des disques depuis des dizaines d'années probablement, mais ça on peut pas aller les demander évidemment. Tout ça pour dire que trouver ce que vous voulez, c'est pas toujours évident. Cela dit, il y a quand même énormément de choses qu'on peut trouver, parce que même s'il y a beaucoup de choses qui malheureusement ont disparu,
Il existe quand même énormément de choses qui sont encore accessibles, et il y en a tous les jours qui sont produites et qui sont souvent très bien. Si je passe sur le format papier, je vais être assez rapide parce que le format papier, ça va être quoi? Ça va être aller sur des sites d'éditeurs, notamment des sites dédiés aux publications de type adulte. Ça se trouve assez aisément en faisant une petite recherche sur Internet, ce genre de choses. Vous trouverez facilement des maisons de publication qui les vendent. Parfois, ça se trouve sur les gros sites de vente par Internet, mais le mieux, c'est en général d'aller sur les sites spécialisés. Ensuite, pour ce qui est d'occasion, évidemment, vous avez tout ce qui est site Internet de vente d'occasion. Alors là, c'est très difficile, évidemment, je pense que vous connaissez le problème. Pour trouver une chose précise, il faut avoir la chance d'avoir quelqu'un qui en face la vend, et après il y a le problème du prix. Si vous cherchez des choses un peu classiques, ça se trouve. Si vous cherchez des choses un tout petit peu anciennes, même relativement connues, ça devient difficile. Et si vous cherchez, comme je l'avais dit tout à l'heure, des choses un tout petit peu moins connues, plus marginales, plus de niche encore, alors là, c'est vraiment, vraiment difficile, quand ce n'est pas carrément impossible. Et vous aurez noté que je n'ai même pas parlé du problème des traductions, parce que c'est déjà assez compliqué sans se focaliser sur ce problème-là. Mais si en plus vous avez une exigence parce que vous voudriez avoir la bande dessinée en français ou au pire en anglais, ça rend les choses évidemment encore plus difficiles. On s'en doutait un peu. Passons maintenant à tout ce qui est format numérique, aussi bien des bandes dessinées, des hentai ou de simples illustrations. Alors là, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que vous voulez vous procurer des choses qui sont payantes, ou bien est-ce que vous vous contentez de ce qu'on peut trouver qui est gratuit? Il y a énormément de choses qui sont gratuites, qui sont gratuites légales, je veux dire, qui sont proposées tout simplement parfois par les éditeurs, les auteurs, et puis vous avez pas mal de gens qui en font en amateur. Pour les illustrations, c'est facile d'en trouver, vous avez un choix énorme, je vais en parler tout à l'heure. Pour les bandes dessinées, on peut trouver des extraits facilement, des œuvres entières, c'est plus difficile si on veut rester dans le légal. Si on se soucie pas trop du légal ou que de toute façon c'est absolument impossible à trouver en vente, c'est possible de trouver, c'est pas forcément évident, mais je vais vous expliquer comment on peut trouver de façon générale au moins des extraits pour pouvoir ensuite déterminer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui répond par exemple à vos goûts, à vos envies, que ce soit pour l'intensité, les thèmes traités, le style des auteurs, ce genre de choses. Et ensuite on peut voir si c'est possible de les acheter ou bien de se les procurer autrement quand c'est pas vendu, puisque comme je viens de le dire, il y en a beaucoup, c'est impossible de les trouver par quelque moyen que ce soit sur des sites officiels. La méthode la plus simple à mon avis pour commencer à chercher, surtout si vous connaissez pas trop, c'est d'utiliser un moteur de recherche et d'aller regarder dans les recherches sur images. Si vous prenez l'exemple du moteur de recherche Google par exemple, il y a un onglet pour les images, pour Bing aussi, pour certains autres moteurs aussi, vous l'avez. Et là, de façon assez simple, pour démarrer, il faut utiliser des mots-clés tout à fait basiques, La première chose à faire, évidemment, c'est de taper, par exemple, les mots-clés BDSM et hentai, si vous cherchez des choses de type asiatique, enfin japonais. Si vous cherchez de façon plus générale, vous tapez tout simplement BDSM, ou bien tous les autres termes auxquels vous pouvez penser qui se rattachent au BDSM. Si vous aimez le bondage, vous tapez bondage. Ensuite, une fois que vous avez commencé à voir des premiers résultats, vous pouvez raffiner, bien entendu. Alors par contre, une chose va tout de suite vous apparaître, c'est que quand on cherche dans les images, ça inclut les photos. Or là, on est en train de parler de dessin. Donc pour restreindre les recherches, en général, il faut ajouter un mot-clé du genre image, dessin, ou bien dessin en anglais, c'est drawing, D-R-A-W-I-N-G, ou même illustration. En faisant ça, normalement, ça va vous restreindre les résultats. Globalement, ça marche pas toujours à 100%. À ce que vous attendez vraiment, c'est-à-dire un format dessiné, au lieu de n'avoir que des photos venant de sites porno. Si ce qui vous intéresse, ce sont plus des illustrations, c'est-à-dire pas des bandes dessinées, mais purement des images souvent sans texte, là, un bon choix, c'est d'ajouter le terme de recherche DeviantArt. DeviantArt, ça s'écrit D-E-V-I-A-N-T-A-R-T. C'est un site, en fait, c'est un site pour les artistes. Son adresse, c'est deviantart.com. Le plus simple, si vous voulez faire une recherche générale, c'est de commencer par un moteur de recherche en tapant dans les critères de recherche DeviantArt pour lui indiquer « Au fait, va regarder sur le site DeviantArt ». Ça vous permet d'avoir une vision un peu globale parce que les recherches sur le site sont pas toujours aisées et en plus, pour avoir accès au matériel adulte, il faut s'inscrire, enfin, il y a des petits problèmes. Si ensuite vous trouvez des choses intéressantes, là, vous pouvez aller directement consulter ce site-là et faire des recherches sur ce site. Alors, si vous cherchez là-dedans, vous aurez presque tout ce que vous pouvez imaginer en matière d'illustration. C'est un choix absolument hallucinant. Vous pourriez passer des mois à explorer et à trouver sans arrêt de nouvelles images sympas.
Il n'y a pas que du porno, il n'y a certainement pas que du BDSM, loin de là, mais il y a beaucoup de personnes qui illustrent donc des sujets adultes et il y a pas mal de sujets du genre BDSM. Le niveau est très variable, mais en général quand même c'est plutôt bien et vous avez plein de professionnels qui sont dessus, qui mettent même des extraits de leurs œuvres, leur portfolio, ce genre de choses. Le gros avantage c'est que tout ça est mis gratuitement à disposition. Donc là vous avez accès à des millions d'images et vous pouvez vraiment trouver ce que vous voulez dedans, si c'est le format illustration qui vous intéresse. Parce que le format bande dessinée, là-dedans, il est peu représenté, en fait. Donc ça, à mon sens, c'est peut-être le meilleur point de départ. De regarder d'abord des illustrations, c'est plus facile. Si vous cherchez sur le site que je viens d'indiquer, là, deviantart.com, vous trouverez vraiment beaucoup de choses. C'est ce qui est le plus accessible. Ensuite, si vous cherchez d'autres types de sujets, si vous cherchez des bandes dessinées, alors là, à mon avis, le mieux, c'est d'aller chercher dans des classiques, de commencer par les classiques. Je vais vous donner quelques exemples comme ça, pris un peu au hasard parmi des auteurs que je trouve qui sont bien, des auteurs européens ou américains. Vous avez par exemple Kovac, Chris, Hopper, Von Gotha, Serpieri, c'est Druuna, j'ai écrit un article sur ce sujet sur mon site. Vous pouvez aussi tenter de faire une recherche sur le fameux roman Histoire d'eau, et à partir de là, déjà, ça devrait vous amener, bien sûr, aux œuvres de ces auteurs, ou bien aux illustrations d'Histoire d'eau, mais ensuite, de fil en aiguille, très vite, ça va vous donner d'autres suggestions, et c'est comme ça qu'on progresse, en fait, pour trouver des nouvelles choses. C'est comme ça que j'ai découvert la plupart des auteurs que maintenant je connais, parce que autant on peut acheter, par exemple, du Von Gotha, j'ai acheté un certain nombre de bandes dessinées qu'il a créées, j'ai même écrit un article sur lui sur mon site, mais quand vous faites des recherches comme ça sur un auteur même très connu, vous avez toujours des suggestions qui viennent par exemple de pages où il y avait cet auteur, mais aussi il y en a d'autres. Et de fil en aiguille, on arrive à étendre le périmètre de recherche assez rapidement en fait. Comme ça, visuellement, vous voyez des extraits, parce que chaque fois que vous tapez un nom d'auteur ou un nom d'une œuvre précise, comme Histoire d'eau par exemple, vous allez vous voir proposer des images de couverture, mais aussi de l'intérieur des albums, et parfois juste des images qui sont une partie d'une page par exemple. Et c'est comme ça que très vite, on peut localiser, ah ben, ça me plaît, ce genre-là, ça me plaît, ce type de façon de dessiner, cette patte, entre guillemets, de tel auteur me plaît, et c'est comme ça qu'on découvre de nouveaux albums, mais surtout de nouveaux auteurs et de nouveaux sites. Donc soit vous partez vraiment complètement de façon générique, avec des termes du genre BDSM, bondage, plus le mot image ou dessin ou drawing, je vous rappelle, soit vous utilisez des noms d'auteurs déjà connus ou que vous connaissiez, mais quelle que soit la méthode, ça va vous permettre très vite de trouver, en fait, d'être submergé carrément de choix, de propositions, et en y passant quelques heures déjà, vous saurez plus où donner de la tête. Je reprécise, ça devrait être évident, mais ça va vous paraître évident quand je vais le dire, le problème des traductions va quand même persister, Fallait s'y attendre. Quand vous faites des recherches sur des images, vous avez assez peu de chances de tomber spécialement sur des sites qui sont en français. Donc si on vous propose même des albums qui sont encore vendus de nos jours aisément, souvent vous risquez en fait de tomber sur des cas où on vous propose des albums en anglais par exemple, ou bien dans la langue d'origine de l'auteur. Alors là, faut rajouter des choses du genre en français dans la recherche, ou bien aller sur des sites en français. C'est encore une contrainte, mais là vous verrez vite que le mieux c'est de parler anglais, parce que c'est vraiment en anglais qu'on peut trouver le plus de choses, qu'il y a eu le plus de traductions. Cela dit, en français quand même, il y a beaucoup de choses. Faut pas se désespérer à ce niveau-là, il y a vraiment beaucoup de choses. Si ce qui vous intéresse c'est le type hentai, les mangas porno japonais, là c'est vraiment misérable. Par contre, toutes les BD de type européen, occidental, il y a eu beaucoup de traductions en français. Donc on peut trouver beaucoup de choses, surtout les auteurs les plus connus bien entendu, mais même des choses un peu moins connues du grand public, on peut les trouver. Là, je viens de parler de la méthode de démarrage, c'est-à-dire vous utilisez un moteur de recherche pour d'abord commencer à dégrossir le sujet, pour explorer. Et une fois que vous avez un peu exploré, vous vous apercevrez vite qu'il y a un certain nombre de sites qui proposent des images. Par exemple, vous avez, de façon très caractéristique, des forums dans lesquels vous avez des échanges du style « il y a une rubrique bondage, et puis il va y avoir telle et telle personne qui participe au forum, qui présente des images. Typiquement, ce sera une partie d'une page, pas une page entière, que la personne a trouvé être particulièrement bien, et vous avez ensuite des fils de discussion dans lesquels sont échangés, par exemple, des images sur le thème l'auteur machin, ou bien le thème BDSM ceci, et ça permet là aussi de découvrir pas mal de choses. Donc assez vite on peut trouver comme ça certains sites où il y a des discussions, où il y a pas mal d'exemples qui sont proposés, qui sont présentés.
Le problème après, c'est que faut se méfier, il y a certains de ces sites, franchement, c'est des sites plus que douteux, où vous risquez de vous faire contaminer avec des virus et des trucs comme ça, faut quand même faire un peu attention. C'est malheureusement pas toujours évident de repérer les sites qui sont un peu sérieux, et même si vous allez, de façon surprenante, sur des sites de vente, donc là, des sites qui sont vraiment, entre guillemets, officiels, c'est-à-dire ils sont supposés vous vendre soit les versions papier, ce qui est assez difficile, je viens de l'expliquer, soit des versions numériques, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y en a beaucoup, c'est pas évident du tout de voir que ce sont des sites entre guillemets officiels. J'avais déjà parlé de l'exemple du site dofantasy.com, qui est un excellent site qui propose de très bons auteurs, si on aime le style évidemment. Eh bien si vous allez regarder ce site, franchement il y a de quoi avoir peur, parce que on dirait vraiment un site totalement pirate, super bizarre, datant des années 90, enfin c'est extrêmement surprenant de le voir ce site, et pourtant, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est bien le site officiel, c'est ce site qui vend les bandes dessinées de ces différents auteurs, et on les trouve pas ailleurs, en tout cas pas de façon légitime. Et franchement, si vous allez le regarder, je vous assure que vous allez avoir une grosse surprise. On ne peut pas croire en le voyant comme ça que ce soit quelque chose de légitime. C'est vraiment, ça donne une impression, ça projette une impression, non seulement de quelque chose qui est totalement amateur, mais surtout de quelque chose qui est pas frais, et je suis gentil. Mais vraiment, pour découvrir de nouvelles choses, pour découvrir de nouvelles œuvres et surtout de nouveaux auteurs, de nouvelles séries, le mieux c'est de faire des recherches très globales et comme je l'ai décrit tout à l'heure, de fouiller comme ça en allant de l'un à l'autre de fil en aiguille. C'est comme ça qu'on trouve des nouveautés, plus même qu'en allant sur des sites marchands, parce que souvent ils sont mal fichus pour faire des recherches. Et si vous regardez quelque chose du type BDSM par exemple, vous allez avoir du mal à tomber sur ce que vous cherchez vraiment. Donc au final, c'est mieux de commencer par faire une recherche pour trouver exactement le nom de l'auteur, le nom de l'œuvre, et une fois que vous avez ça, si vous voulez chercher à trouver l'œuvre complète, éventuellement à l'acheter quand c'est possible, là vous pouvez aller par exemple sur un site marchand et taper exactement ce que vous voulez. Parce que faire une recherche franchement sur les sites marchands, dans mon expérience, ça marche vraiment trop mal. C'est trop difficile et vous aurez vraiment du mal à trouver ce que vous voulez vraiment. Ça vous prendra plus de temps qu'utiliser un moteur de recherche et de faire des recherches un peu générales. Et un dernier avertissement, je viens d'en parler, mais il y a vraiment pas mal de sites qui sont pas légitimes, qui se présentent comme étant légitimes mais qui le sont pas, et qui vous vendent sans aucun problème des choses, mais en fait ce sont pas les vrais sites de vente, ils ont pas le droit en fait, mais ils vous vendent quand même quelque chose, donc faut quand même se méfier, faut quand même vérifier s'ils sont pas un peu douteux, parce que je vous surprends pas en disant qu'il y a beaucoup d'escroqueries qui existent sur internet, et quand on parle de sujets comme ça un petit peu délicats, comme tout ce qui tourne autour des sujets adultes avec le porno, dont les bandes dessinées porno, vous imaginez bien qu'il y en a qui vont pas se gêner pour monter de faux sites pour vous vendre soi-disant des choses, alors qu'en réalité c'est totalement bidon derrière. Donc faut quand même se méfier un petit peu. Mais comme je l'ai expliqué, on peut quand même trouver beaucoup de choses. Faut pas se décourager. Si vous connaissiez pas tout ça, ou si vous y étiez jamais vraiment mis, mais que ça vous intéresse comme sujet, j'espère que cet épisode vous aura donné un bon petit survol de ce qui est possible, des difficultés, de la façon de commencer à faire vos recherches. Si vous ne vous étiez jamais intéressé à ce genre de choses et que vous voulez vous y mettre là, ce sera le début d'un long chemin, parce que ça prend du temps de trouver vraiment ce qui est bien, ce qui est pas bien, en fonction de vos goûts, bien entendu. Comme je l'avais précisé tout à l'heure, ce que vous allez aimer, ça va dépendre des sujets qui vous intéressent, des thèmes BDSM qui vous intéressent, des styles des auteurs, de l'intensité, etc. Et il y a un océan de choix, il y a vraiment beaucoup de choses qui existent. En bande dessinée, il y a pas mal de choses, surtout si vous ajoutez le hentai. Et quand je dis pas mal de choses, je veux dire des milliers, des dizaines de milliers d'œuvres qui existent. Au point que c'est pas toujours évident de trouver dans cet océan ce que vous trouvez vraiment bien. Et si ce sont les illustrations qui vous branchent, qui vous intéressent, et je vous propose vraiment de commencer par ça, parce qu'il y a vraiment des choses super, croyez-moi, là, depuis peu, je faisais des recherches sur un auteur précis, et sur un style précis, qui étaient des parodies notamment, on peut trouver des choses vraiment, vraiment bien. Et là, le choix, il est immense. Ce sont des millions, probablement des dizaines de millions de possibilités qui existent. Bien sûr, si on se restreint au BDSM, le nombre est plus restreint, mais ça reste quand même énorme, monstrueux. Si vous cherchez des illustrations adultes, porno, alors là, il y a une quantité absolument délirante, et le BDSM, c'est quand même un sujet qui est très présent. Si vous avez écouté mes épisodes précédents, j'ai déjà expliqué tout ça, j'ai déjà expliqué que le BDSM, c'est super répandu,
Par conséquent, c'est pas tellement surprenant qu'on puisse trouver énormément de choses sur ce sujet-là, et dans les illustrations, on peut vraiment, mais alors vraiment trouver énormément de choses. Évidemment, il y a un certain nombre de sujets qui sont très représentés, c'est assez naturel. Donc si par exemple, ce qui vous plaît vous, ce serait plutôt le bondage, tout ce qui est attache, etc., vous aurez une véritable marée de réponses quand vous commencerez à chercher. Si vous cherchez des choses plus spécifiques, ça devient un peu plus difficile, mais il y a tellement de choix qu'il y a des chances quand même que vous trouviez des choses qui vont vous plaire. À part si vraiment ce que vous voulez, c'est vraiment trop ésotérique, mais il y a quand même de quoi faire. Vous pouvez fouiller pendant des années et des années. Ça fait des années que je regarde et quasiment chaque fois que je recommence à regarder, je trouve de nouveaux auteurs. Par exemple, sur DeviantArt, là, comme je disais tout à l'heure, je viens vraiment de retrouver plein de choses qui sont vraiment bien. Alors certaines n'étaient pas BDSM, elles étaient coquines ou elles étaient un peu adultes, mais même dans le BDSM, j'ai encore découvert là, encore, plein de nouveaux auteurs, de nouvelles séries en fait, d'illustrations, qui sont vraiment bien. Tout ça pour dire que si vous commencez à vous lancer là-dedans, vous inquiétez pas, vous trouverez toujours des choses intéressantes, et ce n'est certainement pas demain que vous aurez réussi à faire le tour de tout ça, d'autant moins que, bien entendu, tous les jours vous avez des auteurs qui en rajoutent de nouvelles illustrations. Du coup, il y aura toujours de nouvelles choses à trouver, de nouvelles choses à aller admirer, parce qu'il y en a vraiment qui sont excellentes. Si vous connaissez pas, je pense que vous allez avoir des surprises. Vous trouverez toujours de nouvelles choses, toujours des nouveautés, des choses pour attirer l'œil, des choses vraiment sympas. Alors quand même un dernier point, attention aux surprises, je l'avais déjà dit dans d'autres épisodes quand je parlais du porno, ce genre de choses. Quand vous allez faire toutes ces recherches, franchement, vous allez aussi tomber sur des choses qui sont très intenses, parfois très violentes entre guillemets, parfois ça va vraiment très loin. Il y a certains auteurs qui vont vraiment si loin que la quasi-totalité des personnes qui même s'intéressent à des sujets de ce genre-là vont trouver que c'est beaucoup trop pour elles, et certaines de ces choses, je vous assure, ça vous ferait dresser les cheveux sur la tête tellement ça va loin. Donc je vous préviens pour que vous sachiez que parfois il y a des choses choquantes. Ça dépend des goûts des personnes. Par exemple, si vous aimez pas trop ce qui est très intense, et si vous ne cherchez pas du tout ce qui est un peu extrême, il y a des choses qui risquent de vous déplaire, voire de vous choquer. Je vous le dis tout de suite. Alors c'est normal, vous pouvez pas l'éviter. Cela dit, je vous rassure, il y a quand même beaucoup de choses qui sont beaucoup plus légères, entre guillemets, qui seraient peut-être pas grand public, et encore, parfois ça se discute, mais qui franchement ne sont pas vraiment des choses que la plupart des gens qui s'intéressent au BDSM en tout cas trouveront réellement choquantes. Cela dit, je voulais quand même souligner ce point parce que je sais que si vous faites les recherches que j'indiquais tout à l'heure, vous allez tomber sur des choses que même moi je trouve comme étant plus qu'intenses et à la limite de l'extrême, voire parfois carrément extrême, et vraiment qui ne s'adressent que à un public de niche dans la niche dans la niche. Croyez-moi, il y a des trucs, c'est ultra violent, vous pouvez même pas imaginer si vous avez jamais vu. Donc blindez-vous pour ça. Cela dit, quand vous faites des recherches sur internet, en général vous voyez des vignettes qui sont de taille un peu réduite. Donc si vous voyez quelque chose qui a l'air pas frais pour vous, selon vos goûts, selon ce qui vous plaît, selon vos limites, la solution est simple, ne cliquez pas sur l'image pour aller la voir en entier. C'est aussi simple que ça, mais croyez-moi, c'est pas un conseil que je donne à la légère. Mais ce petit avertissement mis à part, je pense vraiment que vous pourrez trouver beaucoup de choses intéressantes, et peut-être même parfois des choses qui vous donneront des idées, qui vous ouvriront de nouveaux horizons, on sait jamais. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura plu. Si vous avez des remarques, des questions, des suggestions, des commentaires, vous pouvez m'écrire en utilisant le formulaire de contact sur mon site à l'adresse univers-bdsm.info. Sur la page contact, vous trouverez un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message, en restant anonyme si vous le désirez. Vous trouverez aussi sur cette même page mon adresse email si vous voulez m'écrire directement. Et vous trouverez aussi mon adresse mail sur le site du podcast, à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. Si vous avez des choses à dire, surtout n'hésitez pas, ne vous privez pas, je suis toujours très intéressé par tous les retours qu'on peut me faire. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.